Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'arrivée de Stéphane Séjourné à Kigali à la veille de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Le ministre français des Affaires étrangères est venu participer aux cérémonies, mais aussi signer des accords bilatéraux. Le nouveau gouvernement au Sénégal a été annoncé après quelques jours de tractation. Nous irons à Dakar voir avec notre correspondant quelles sont les forces en présence de ce nouveau gouvernement dit de rupture qui compte 25 ministres, dont 4 femmes seulement. Et notre focus de ce samedi soir concerne une denrée rare aux conséquences géopolitiques capitales, l'eau. Reportage en Afrique du Sud où l'accès à l'eau potable est de plus en plus problématique. Et nous recevons un expert des enjeux liés à la gestion des ressources de l'eau et de ses conséquences géopolitiques en Afrique, particulièrement David Blanchon, professeur de géographie à Paris-Nanterre. La France est arrivée à Kigali pour les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, représenté par son ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné participera aux commémorations de ce dimanche 7 avril. Il doit par ailleurs signer de nouveaux accords bilatéraux. Notre correspondant Clément Diroma nous en dit plus. Les déclarations d'Emmanuel Macron cette semaine sur la responsabilité de la France dans le génocide contre les Tutsis marquent une étape supplémentaire dans le réchauffement des relations entre Paris et Kigali. Le président français a envoyé son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné pour signer de nouveaux accords de coopération avec le gouvernement rwandais. La France a déjà investi plus de 500 millions d'euros dans le pays ces dernières années et compte engager 400 millions supplémentaires d'ici 2028. Je vous propose d'écouter le ministre français Stéphane Séjourné qui participera aux cérémonies des 30 ans du génocide contre les Tutsis. Nous allons investir d'ici 2028 plus de 400 millions d'euros dans 3 secteurs stratégiques pour le Rwanda. Je pense à la santé, à la question de la formation de notre jeunesse et à l'environnement. C'est des projets qui auront d'ailleurs un impact très concret sur les conditions de vie de la population rwandaise. La France s'est aussi engagée dans un nouvel accord aérien pour améliorer la liaison directe entre Paris et Kigali. Et puis, à 24 heures des 30 ans du génocide, de nombreux survivants et victimes attendent la vidéo promise par Emmanuel Macron au sujet des responsabilités françaises ce dimanche. Certains espèrent que le président ira plus loin dans l'aveu des responsabilités françaises. D'autres voudraient que Paris présente enfin des excuses aux victimes pour avoir aidé le gouvernement génocidaire pendant de longues années avant les massacres. Mais selon la délégation française, des excuses ne sont pas prévues puisqu'elles avaient déjà été écartées en 2021 lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame. On reste au Rwanda pour vous parler de la santé mentale des millions de jeunes qui n'ont pas connu, certes, les massacres de 1994, mais une partie d'entre eux souffrent quand même de troubles mentaux transmis par leur famille à leur naissance ou à travers leur éducation. À Kigali, des associations rassemblent des étudiants qui acceptent de parler de leur traumatisme pour des ateliers thérapeutiques à l'approche des commémorations nationales. D'autres jeunes choisissent, eux, d'ignorer le passé pour se consacrer au futur. Clément Diroma est allé à leur rencontre. Ils ont tous moins de 30 ans. Ces étudiants de l'Université du Rwanda n'ont pas connu le génocide contre les Tutsis de 1994. Mais à l'approche des commémorations, ils se rassemblent pour partager leurs expériences familiales. Ma mère nous a souvent raconté que pendant le génocide, elle disait à son père qu'elle survivrait. C'est la seule de la famille à avoir survécu. Son père, sa mère, ses enfants ont tous été tués et elle est restée seule. Cette association réalise des thérapies de groupe sans professionnels et prépare ses membres à une période difficile. Un quart de la population du pays souffre de troubles mentaux selon les autorités et cela n'épargne pas les plus jeunes. Ils n'ont pas vécu le génocide, mais ils ont hérité d'un traumatisme transgénérationnel. Il est d'abord transmis par l'ADN, mais aussi à travers un attachement émotionnel que les jeunes ont avec leurs parents. Plusieurs études évoquent la transmission des syndromes post-traumatiques entre les parents qui ont assisté au massacre et leurs enfants. Certains symptômes se manifestent lors des commémorations comme la dépression ou le mutisme. Pour cette étudiante de 21 ans dont la famille refuse de participer aux cérémonies annuelles, seule la parole permet de guérir.
Je pense qu'on devrait avoir un dialogue familial où les parents prennent le temps pour raconter cette histoire aux enfants. Petit à petit, nous, les plus jeunes, connaîtrons mieux notre histoire jusqu'au moment où elle ne blessera plus nos cœurs et où elle ne troublera plus notre vie quotidienne. Loin de cette université, d'autres jeunes Rwandais comme cet artiste choisissent au contraire de délaisser cette période sombre de l'histoire dans leur travail et dans leur quotidien. Moi, je me concentre sur le futur. Bien sûr, je pense un peu au passé, mais il n'occupe pas beaucoup de mes pensées. J'en tire simplement des leçons. 30 ans et plus d'une génération après le génocide, chaque jeune Rwandais se souvient, mais choisit aussi de regarder vers l'avenir. Le Sénégal a un nouveau gouvernement. Après plusieurs jours de tractation, Ousmane Sonko, nouveau Premier ministre, a réussi à former son équipe. 25 ministres, 5 secrétaires d'État, mais uniquement 4 femmes. Quelles sont néanmoins les forces en présence de ce tout nouveau gouvernement dit de rupture? Élément de réponse avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Un gouvernement de rupture. C'est le titre qu'on peut lire dans plusieurs quotidiens sénégalais ce samedi. Rupture dans le nombre de ministres qui ont été choisis pour composer ce gouvernement. 25 au total, plus 5 secrétaires d'État. Mais rupture également selon les différents profils des ministères, des profils plus technocratiques que politiques, même s'il y a des membres très actifs du parti d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, le parti PASTEF, qui sont dans ce gouvernement, à l'image de El Malick Ndiaye, ministre des Transports, Daouda Ngom, ministre de l'Environnement, ou encore Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères. Yacine Fall fait partie des 4 rares femmes dans ce gouvernement, 4 femmes sur 25 ministres. En prenant la parole ce vendredi, Ousmane Sonko a donné les principales orientations de ce gouvernement. D'abord, la jeunesse, l'emploi qui fait partie des grandes priorités de ce mandat de Bassirou Diomaye Faye, la réduction du coût de la vie, la justice, mais aussi la souveraineté économique avec une exploitation des ressources naturelles du Sénégal optimale selon Ousmane Sonko. Allez, on ouvre notre focus de ce samedi soir consacré à la problématique d'une denrée rare et avec un enjeu colossal, crucial même sur le continent africain, l'eau. Avant d'en parler avec notre invité, David Blanchon, professeur de géographie à l'Université de Paris-Nanterre. Reportage d'abord en Afrique du Sud, où l'accès à l'eau courante et potable est de plus en plus problématique. Selon un rapport ministériel de décembre 2023, les 2/3 des stations de traitement des eaux ne fonctionnent plus normalement. Reportage sur cette crise qui va peser notamment sur la prochaine élection, présidentielle notamment et générale, l'ANC étant considérée comme responsable de cette crise. Caroline Dumais, Graham Walsh et Eunice Masson. Amanskral n'est qu'à 1 heure de route de Pretoria, mais ses résidents n'ont pas d'eau courante potable. Alors un camion vient les dépanner, mais seulement 1 fois par semaine. Il alimente en eau potable les quartiers d'habitation, mais aussi les hôpitaux et les écoles de la ville. D'Olive ici depuis 2009, elle assure qu'elle n'en a jamais assez pour sa famille de 5 enfants. Je prends cette eau quand j'ai besoin de cuisiner parce que l'eau du robinet, vraiment, on ne peut pas cuisiner avec. Quand elle bout, il y a quelque chose qui sort dans la vapeur, quelque chose de sale. Je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à du sable, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Une épidémie de choléra avait fait 15 morts, dont 2 enfants en mai 2023 dans cette ville. La station locale de traitement des eaux a un besoin urgent de rénovation. Le président Ramaphosa s'était rendu sur les lieux en juin 2023, promettant aux résidents d'investir 50 millions d'euros. Le conseiller municipal assure que les travaux de réhabilitation ont commencé. Ils nous ont promis qu'autour des mois de novembre-décembre, les travaux de l'usine de traitement des eaux seront terminés et que les résidents auront enfin de l'eau potable. Les habitants d'Amanskral ne sont pas les seuls à manquer d'eau. Selon un rapport ministériel, la crise est nationale. Près de la moitié des robinets du pays fournissent de l'eau qui présente des risques pour la santé. Les experts assurent que cette crise aurait pu être évitée. Cela fait 30 ans que des recherches ont été faites et nous avions expliqué en 2010 que nous étions dans un tournant, comme pour l'électricité en 2008. On avait prévenu qu'il fallait commencer à investir dans les infrastructures et s'assurer d'avoir du personnel qualifié aux postes clés. Malheureusement, rien de tout cela n'a été fait.
Dolly ne sait pas si elle votera pour l'ANC aux élections du 29 mai. Comme la plupart de ses voisins, elle considère que le parti au pouvoir est responsable de cette situation. Et pour aller plus loin, nous recevons David Blanchon. Vous êtes professeur de géographie à Paris-Nanterre, spécialiste justement de la géopolitique de l'eau. Comment expliquez-vous, parce que dans ce pays, on voit un lien entre la politique quand même et cette gestion de la ressource de l'eau? Alors, l'accès à l'eau en Afrique du Sud, comme on l'a vu dans ce reportage, est très lié à l'héritage du régime d'apartheid. Même si ça fait 30 ans, il faut voir qu'au moment où l'apartheid s'est terminé en 1994, une partie de la population blanche, une très faible minorité, avait un très bon accès à l'eau, avec des piscines, même un gaspillage de l'eau pour un certain point, et la majorité noire avait un accès extrêmement limité. Et l'ANC, justement, dont il est question, avait dit on va faire un énorme effort d'investissement pour améliorer l'accès à l'eau du plus grand nombre. Et malheureusement, cet effort, il n'a pas été suffisant, et on voit ici les limites, mais il y a des limites aussi dans le côté électricité aussi. C'est un peu tous les services communs, en fait, en Afrique du Sud qui actuellement subissent une très forte crise du fait du sous-investissement. Alors, on le voit, on l'a vu aussi dans ce reportage, que la question de l'eau, finalement, ce n'est pas qu'une question rurale, c'est aussi une question urbaine, donc dans les villes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve justement partout sur le continent africain ? Alors malheureusement, de façon générale, l'Afrique subsaharienne, enfin l'Afrique au sud du Sahara, est un des parties du monde où l'accès à l'eau pour les populations urbaines et rurales est le plus faible. Il n'y a qu'une personne sur un tiers est privé d'accès à l'eau minimale, c'est-à-dire qu'un tiers n'a pas l'eau. L'accès minimal pour l'ONC, c'est 25 litres d'eau par personne et par jour à moins de 200 mètres, c'est-à-dire que c'est pas l'eau chez soi. Et là, il n'y a qu'un tiers qui en est privé, c'est-à-dire qu'il y a des accès à l'eau encore moins bons. Et nous, de l'espoir, est-ce qu'il y a des bons exemples, ou en tout cas sur le continent africain, très rapidement ? Il y a des bons exemples de gestion commune des fleuves. L'OMVS, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a été créée dans les années 72, donc ça fait plus de 40 ans, est souvent montré comme un exemple. C'est discuté, il y a évidemment des choses à améliorer, mais c'est souvent montré au niveau international. C'est-à-dire que c'est l'exemple africain qui sert comme modèle aux fleuves d'Amérique, d'Asie, etc. Donc là aussi, c'est un bon exemple. J'allais dire, il y a un contre-exemple qui est plutôt le bassin du Nil, où là, la rivalité extrêmement forte entre l'Égypte et l'Éthiopie, autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui là cristallise des tensions. Et on voit que là, c'est un des points les plus tendus sur la géopolitique de l'eau dans le monde actuellement. Merci beaucoup David Blanchon. C'était très